Le tintement des couverts en argent contre la porcelaine fine était le seul son qui osait briser le silence gênant. Juliette faisait tourner son verre de vin rouge entre ses doigts, observant le liquide rubis danser sous la faible lumière du chandelier. En face d'elle, Frédéric, le prétendant de la soirée, s'essuyait le coin de la bouche avec une serviette en lin. Il était beau, d'une manière classique et ennuyeuse, comme une statue de musée que tout le monde admire, mais avec laquelle personne ne ressent vraiment de connexion. Si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Cela aide énormément notre travail. Dites-nous aussi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Alors, la croissance du dernier trimestre était de 12%, c'est bien ça ? Demanda-t-il, revenant au sujet qui avait dominé la conversation des 2 dernières heures. Une marge impressionnante, compte tenu de l'instabilité du marché. Votre stratégie d'expansion sur le marché asiatique était, je dois l'admettre, un coup de maître. Juliette força un sourire. Nous avons une équipe très compétente. Bien sûr, bien sûr. Il hocha la tête, les yeux brillants d'un intérêt qui n'était pas pour elle, mais pour l'empire qu'elle représentait. Mais la vision, le leadership, tout vient de vous. J'imagine le travail que cela représente de gérer tout ça. Et les voitures ? J'ai vu que vous aviez le nouveau modèle électrique allemand. Son accélération est vraiment à la hauteur de sa réputation. Le cœur de Juliette se serra un peu plus. C'était toujours comme ça. Les chiffres, les profits, les biens. Elle avait moins l'impression d'être une femme à un rendez-vous galant que d'être une acquisition potentielle en cours d'évaluation. Un objet de luxe vendu avec un conglomérat de cosmétiques en prime. L'ami qui lui avait arrangé le rendez-vous avait juré que Frédéric était différent. Un homme sensible et cultivé, mais sa sensibilité semblait se limiter à la fluctuation des actions en bourse. Personne ne lui demandait jamais quel livre elle lisait, ou si elle avait bien dormi, ou comment elle, Juliette, la femme derrière la PDG, se sentait. Elle mit fin au dîner avec une excuse polie et s'échappa dans la nuit fraîche. À l'intérieur de sa voiture, le silence était un soulagement. Les lumières de la ville défilaient, comme des taches colorées par la fenêtre, un spectacle vibrant qui contrastait avec le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Le manoir où elle vivait l'accueillit avec sa grandeur froide et impersonnelle. Les lumières étaient allumées dans le salon, signe que ses parents, Claude et Élise, l'attendaient. Non par inquiétude, elle le savait, mais par opportunisme. En entrant, elle les trouva exactement comme elle l'avait imaginé. Élise feuilletait un magazine de haute couture, tandis que Claude admirait une lourde montre-bracelet qu'il avait empruntée à la collection de Juliette. Ils levèrent à peine les yeux. « Bonsoir », dit Juliette, la voix lasse. « Juliette, ma chérie », s'exclama Élise, comme si elle remarquait seulement maintenant sa présence. « Déjà rentrée ? Comment c'était avec Frédéric ? Il est d'une excellente famille, tu sais. Son père a des investissements immobiliers sur toute la côte. » C'était instructif, répondit Juliette en jetant son sac sur un fauteuil. Claude se leva, un sourire mielleux aux lèvres. En parlant d'investissement, ma fille, ce nouveau système audio pour ma voiture de sport est une édition limitée, une vraie pièce de collection. Je pensais que... Et je pensais, l'interrompit Élise en fermant le magazine avec un claquement sec, que le docteur Allègre a une nouvelle technique d'injection comblante. Ça rajeunit de 10 ans, paraît-il. Ce n'est pas exactement une chirurgie. C'est plus une retouche, un entretien. Juliette sentit la douleur familière lui lancer dans la tempe. C'était un tsunami de superficialité et d'intérêt. Elle les regarda, son père et sa mère. 2 personnes qui auraient dû être son refuge, mais qui étaient devenus ses plus grands créanciers émotionnels et financiers. « Non, dit-elle, le mot sortant plus fermement qu'elle ne l'avait prévu. Ça suffit. Je ne donnerai pas d'argent pour un système audio ni pour une retouche. J'ai assez donné ce mois-ci. » Le silence qui suivit fut lourd. Élise la regarda offensée. « Mais chérie, c'est juste un... J'ai dit non. » La voix de Juliette résonna dans la pièce. « Est-ce que vous ne vous rendez pas compte ? Je rentre à peine d'un autre rendez-vous désastreux. Je suis épuisé. Et la première chose que vous faites, c'est de me présenter une liste de courses. Je suis votre fille ou un distributeur de billets. » Ses parents reculèrent, adoptant des expressions de fausse inquiétude. « Oh, ma chérie, excuse-nous, » dit Claude en essayant un ton paternel. « Nous ne savions pas que le rendez-vous s'était mal passé. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toujours, » lâcha-t-elle, son mal de tête s'intensifiant. « Il m'a interrogé pendant 2 heures sur mes finances. C'était un désastre, un échec de plus. » Élise s'approcha et lui toucha le bras. « Ne dis pas ça, ma fille. Tu es jeune, belle, tu n'as que 30 ans. L'homme idéal va apparaître. Nous allons te trouver le parti parfait. »
Pendant un instant, Juliette sentit une lueur de chaleur dans les mots de sa mère. Ce fut un instant fugace. À ce propos, continua Élise en baissant la voix, sinon les injections, peut-être juste un peu de botox, ce serait bien moins cher. Juliette s'écarta. La déception, balayant la dernière goutte d'espoir. Je vais dans ma chambre. Le lendemain, son mal de tête la conduisit dans un cabinet médical. Le docteur, un homme d'âge mûr au regard compréhensif, l'écouta patiemment. Juliette, dit-il à la fin, votre corps vous envoie un signal clair. C'est du stress accumulé. Votre tension est élevée. Vos muscles sont tendus. Vous vivez pour le travail et pour les attentes des autres. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui n'impliquait ni profit ni obligation? Quelque chose juste pour vous? La question la prit par surprise. Elle ne connaissait pas la réponse. Trouvez un hobby, lui conseilla-t-il, quelque chose qui vous connecte à la terre, à la créativité, le jardinage, la peinture, peu importe, et envisagez une thérapie. Vous avez besoin d'un espace sûr pour être simplement vous. Juliette rentra chez elle, les mots du médecin résonnant dans son esprit. En traversant le vaste terrain de sa propriété, son regard tomba sur le jardin. Ce qui avait été une fierté, avec des parterres colorés et des arbustes parfaitement taillés, semblait maintenant triste et négligé. Les roses étaient fanées, les mauvaises herbes se disputaient l'espace. C'était un reflet parfait de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle à un employé qui passait. « Le jardinier a démissionné la semaine dernière, patronne. Il a dit qu'il avait reçu une meilleure offre. » À ce moment-là, Martine, la cuisinière d'âge mûr, qui travaillait à la maison depuis des années, s'approcha. « Excusez-moi de m'immiscer, mais j'ai entendu la conversation. Si madame cherche un nouveau jardinier, mon neveu cherche du travail. Il est très doué avec les plantes. Il a travaillé dans plusieurs grandes propriétés. » Juliette hésita. L'idée d'embaucher quelqu'un recommandé par une employée était inhabituelle. Mais quelque chose dans le ton sincère de Martine la fit accepter. « Dites-lui de venir demain matin pour un entretien. » Le lendemain matin, Juliette était dans son bureau à domicile, en train de réviser des contrats, lorsque Martine frappa à la porte. « Mon neveu est là, madame. » Juliette leva les yeux et son cœur fit un bond inattendu. L'homme qui entra n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Mathieu, comme Martine le présenta, était grand avec des épaules larges qui remplissaient sa simple chemise de travail. Ses yeux étaient d'un brun profond, chaleureux et attentif. Il y avait de la terre sous ses ongles et une quiétude en lui qui était presque palpable, comme s'il portait en lui la paix du jardin lui-même. « Bonjour », dit Juliette en tendant la main. À sa surprise, Mathieu ne répondit pas verbalement. Au lieu de cela, il inclina la tête respectueusement et, avec des mouvements gracieux et précis, ses mains commencèrent à bouger dans un langage que Juliette ne comprit pas immédiatement. Martine intervint doucement. « Mon neveu est sourd, madame. Il vous dit bonjour et vous remercie pour l'opportunité. » Juliette sentit ses joues rougir, à la fois par surprise et par une étrange honte de ne pas pouvoir communiquer directement. « Oh, désolé, je ne savais pas. » Mathieu sourit, un sourire gentil qui semblait dire qu'il était habitué à cette réaction. Martine traduisit pendant qu'il signait. Il dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il peut aussi communiquer par écrit, si vous préférez. Pendant l'entretien, qui se déroula par l'intermédiaire de Martine et d'un petit bloc-notes que Mathieu portait, Juliette découvrit qu'il avait étudié la botanique, qu'il avait travaillé dans des jardins botaniques et des propriétés à travers tout le pays et qu'il avait une passion authentique pour ce qu'il faisait. Quand elle l'emmena voir le jardin négligé, son visage s'illumina. Ses mains touchèrent doucement une rose fanée, examinèrent le sol, évaluèrent la lumière. Il prit des notes rapides, puis écrivit sur le bloc « Je peux le faire refleurir. Donnez-moi un mois. » Il y avait quelque chose dans sa confiance silencieuse, dans la façon dont il regardait les plantes, comme si elles étaient de vieilles amies ayant besoin de soins, qui toucha Juliette d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Vous êtes embauché. » Dans les semaines qui suivirent, Juliette observa fascinée Mathieu transformer le jardin. Il travaillait de 6 heures du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, se déplaçant avec une efficacité tranquille. Pas de musique forte, pas de bavardage, futile avec les autres employés. Juste le son du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux et le doux bruit des outils contre la terre. Juliette commença à trouver des excuses pour être dans le jardin. Elle se disait qu'elle devait vérifier les progrès, superviser le travail, mais la vérité était que la présence de Mathieu était apaisante. Il ne demandait jamais rien, ne posait jamais de questions indiscrètes. Quand il la voyait,
Il souriait, saluait de la tête et retournait au travail. C'était rafraîchissant, une connexion humaine sans arrière-pensée. Un jour, alors que Mathieu plantait de nouveaux plants de lavande, Juliette s'approcha avec 2 bouteilles d'eau fraîche. Elle lui en offrit une. Mathieu accepta avec un signe de tête reconnaissant. Ils restèrent là, côte à côte, dans un silence confortable, observant les papillons danser au-dessus des fleurs fraîchement plantées. Juliette sentit quelque chose bouger en elle, une volonté de se connecter vraiment. Ce soir-là, elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle chercha sur Internet des cours de LSF, la langue des signes française. Si elle devait avoir Mathieu travaillant sur sa propriété, et si sa présence lui apportait tant de paix, alors elle voulait pouvoir lui parler directement. Elle commença par des vidéos en ligne, s'exerçant devant le miroir de sa chambre. Ses mains, si habituées à signer des contrats et à taper des emails, luttaient maintenant pour former des signes simples. Bonjour, merci, comment ça va, de rien. C'était humiliant et libérateur à la fois. Pour la première fois depuis des années, elle était débutante en quelque chose, vulnérable et maladroite. 2 semaines plus tard, alors que Mathieu taillait les rosiers, Juliette s'approcha, le cœur battant. Elle attendit qu'il la regarde, puis, les mains tremblantes, elle signa « Bonjour ». C'était maladroit, probablement incorrect, mais elle essaya. L'expression de Mathieu fut un choc pur, suivi de quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme de la joie. Ses yeux s'illuminèrent, et il répondit lentement en exagérant les mouvements pour qu'elle puisse suivre « Bonjour Juliette, comment allez-vous » Elle rit, un rire authentique qui semblait venir d'un endroit oublié depuis longtemps. « Bien », répondit-elle en signe, bien qu'elle ne fût pas sûre de le faire correctement. « Vous, professeur ?» Et c'est ainsi que commença une nouvelle routine. Chaque jour, Juliette pratiquait la LSF. Mathieu, remarquant son effort, commença à lui enseigner pendant les pauses, corrigeant gentiment ses signes, lui apprenant de nouveaux mots. Jardinage, soleil, terre, fleurs, heureux, triste, merci s'il vous plaît. Chaque nouveau mot était une porte qui s'ouvrait. Chaque conversation était une brique posée sur un pont entre 2 mondes. Juliette se surprit à attendre avec impatience ces moments dans le jardin. Pas seulement pour la beauté des fleurs qui recommençaient à s'épanouir, mais pour la compagnie silencieuse et douce de Mathieu. Il avait une façon de l'écouter, même sans mots, qui lui donnait le sentiment d'être vraiment vu. Quand elle lui parlait d'une journée difficile au travail, il hochait simplement la tête avec empathie, puis l'emmenait voir une nouvelle fleur qui avait éclos, comme pour dire « Regarde, la vie continue. De belles choses arrivent encore. » Ses parents, bien sûr, remarquèrent. Élise fut la première à commenter. Un après-midi, en voyant Juliette rire dans le jardin, pendant que Mathieu lui apprenait le signe pour papillon. « Juliette, ma chérie, tu passes beaucoup de temps avec le jardinier. Les gens vont commencer à parler. » Juliette, qui était de bonne humeur, se contenta de sourire. « Laisse-les parler, maman. J'apprends une nouvelle langue. » « Mais chérie, insista Élise en plissant le nez, c'est le jardinier. Et il est sourd. Tu dois te concentrer sur la recherche d'un mari convenable, quelqu'un de ton niveau. » Juliette sentit l'irritation monter, mais elle respira profondément. « Mathieu est mon employé et mon ami. Et convenable, maman, ça ne se mesure pas au nom de famille ou au compte en banque. » Élise recula, mais ses yeux se plissèrent. « Tu as toujours été têtue, Juliette. J'espère juste que tu sais ce que tu fais. » La vérité était que Juliette n'en était pas sûre. Ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, elle était heureuse. Les maux de tête s'étaient atténués. Son sommeil s'était amélioré. Elle commençait à se réveiller excitée, non pas pour des réunions d'affaires, mais pour la possibilité d'apprendre un nouveau signe, de voir le sourire de Mathieu quand elle réussissait une phrase complexe. Ce fut pendant cette phase de contentement fragile que ses parents jouèrent leur dernière carte. Un soir, ils l'appelèrent dans le salon avec une urgence inhabituelle. « Juliette, dit Claude, le visage sérieux, nous avons trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Nous voulons que tu le rencontres. » « Je ne suis pas intéressée, répondit Juliette, fatiguée rien qu'à l'idée d'un autre dîner forcé. Nous sommes déjà passés par là des dizaines de fois. Celui-ci est différent, insista Élise, une excitation étrange dans la voix. Romain Tellier, il vient d'une des plus vieilles familles de Paris. Mais ce n'est pas seulement une question de lignée, ma chérie. Il est diplômé en littérature de la Sorbonne. Il est cultivé, a voyagé, et Juliette, il n'a pas besoin de ton argent. Sa famille a des propriétés, ses propres investissements. Il cherche une compagne, pas un compte en banque. Juliette hésita. La description était tentante, si différente des autres. « Et vous le connaissez personnellement ?»« Nous l'avons rencontré par des amis communs, dit Claude. Il vient dîner ici demain soir. Juste un dîner, Juliette.
Si tu ne l'apprécies pas, nous n'insisterons plus jamais. Promis. Il y avait quelque chose dans leur ton, une insistance qui semblait différente. Juliette soupira. Un dîner, juste un, mais c'est la dernière fois. Le lendemain soir, Juliette s'habilla avec une réticence qui frisait l'apathie. Mais quand elle descendit les escaliers et vit Romain Tellier pour la première fois, son cœur eut un petit raté. Il était d'une beauté dévastatrice, mais d'une manière différente. Il n'avait pas la beauté froide et calculatrice des autres prétendants. Ses yeux étaient d'un vert pénétrant. Ses cheveux sombres tombèrent d'une manière légèrement désordonnée, et quand il sourit, ce fut un sourire qui atteignit ses yeux, chaleureux et authentique. « Juliette », dit-il en lui prenant la main et en la baisant légèrement, « c'est un plaisir de vous rencontrer. Vos parents parlent si bien de vous que je craignais que la réalité ne soit pas à la hauteur, mais je vois qu'ils ont été modestes. » Juliette rougit, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. « Le plaisir est pour moi. » Le dîner fut une révélation. Romain ne parla pas d'affaires, de marché ou d'investissement. Au lieu de cela, il parla d'art, de littérature, de philosophie. Il avait passé des années à voyager en Europe, visitant des musées, étudiant l'histoire. Il l'interrogea sur ses livres préférés, sur ses passions en dehors du travail, sur ses rêves. Il l'écouta, vraiment écouta, posant des questions de suivi, intéressé par ses réponses. « Avez-vous lu Camus ?» demanda-t-il, les yeux brillants. L'étranger m'a transformé. La façon dont il explore l'existence, la confrontation avec l'absurde, c'est angoissant et magnifique à la fois. Juliette sentit son cœur s'accélérer. « J'adore Camus. La peste m'a fait pleurer pendant des jours. Il y a quelque chose dans la façon dont il capture la douleur de l'isolement. » Romain se pencha en avant, fasciné. « Exactement. Il s'agit d'être vu, d'exister vraiment aux yeux de l'autre. Vous comprenez cela parfaitement. » La conversation coula comme du vin, naturelle et enivrante. Pour la première fois, Juliette avait l'impression de parler à un égal. Quelqu'un qui voyait au-delà de l'argent, au-delà de la façade. Quand le dîner se termina, Romain ne partit pas immédiatement. Ils marchèrent ensemble dans le jardin au clair de lune. Juliette nota comment Mathieu avait transformé l'espace, les fleurs parfumant l'air nocturne. « Votre jardin est magnifique », commenta Romain. « Il y a de l'amour ici. Qui s'en occupe ? » « Mon jardinier, Mathieu. »« Il est incroyable, » répondit Juliette. « Vous semblez beaucoup l'apprécier. » Juliette hocha la tête. « Il m'a appris que le silence peut être plus éloquent que 1000 mots. » Romain la regarda avec une intensité qui la fit rougir à nouveau. « Vous êtes fascinante, Juliette, différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées. J'aimerais beaucoup vous revoir si vous me le permettez. » Juliette se surprit à dire oui avant même de pouvoir réfléchir. Dans les semaines qui suivirent, Romain devint une présence constante. Il l'emmena à des expositions d'art, à des concerts, à des dîners dans de petits restaurants cachés où la nourriture était une question de saveur et non d'ostentation. Il était attentionné sans être étouffant, intéressé sans être envahissant. Il apportait des fleurs mais pas des roses chères. Il apportait des marguerites des champs parce qu'il disait qu'elles lui rappelaient sa simplicité authentique. Juliette se sentit tomber amoureuse. C'était terrifiant et excitant. Pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir avec quelqu'un, un véritable partenariat. Ses parents étaient radieux, presque festifs, et cela pour une raison quelconque, aurait dû être un signal d'alarme, mais Juliette était tellement prise dans le tourbillon des émotions qu'elle l'ignora. Ce fut Mathieu qui, le premier, planta la graine du doute. Un jour, après que Romain soit parti d'un déjeuner au manoir, Mathieu s'approcha de Juliette alors qu'elle arrosait les orchidées. Il signa lentement, les yeux sérieux. « Attention !» Juliette fronça les sourcils. « Attention à quoi ?» Mathieu hésita puis signa. « Bel homme, belle parole. » Belle parole. Mais les yeux ne correspondent pas. Que froid quand vous ne regardez pas. Juliette sentit une pointe d'irritation défensive. « Mathieu, tu ne le connais pas. Romain est différent. » Mathieu hocha simplement la tête, mais il y avait une tristesse sur son visage, comme s'il voulait en dire plus, mais ne le pouvait pas. Juliette essaya d'ignorer, mais les mots restèrent avec elle comme une écharde sous la peau. Elle commença à observer Romain plus attentivement. Quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il y avait quelque chose dans son expression, un masque qui glissait une fraction de seconde, révélant quelque chose de calculé en dessous. Mais alors il souriait, disait quelque chose de doux, et le doute se dissipait comme de la fumée. 2 mois plus tard, lors d'un dîner particulièrement romantique, dans un restaurant avec vue sur la baie,
Romain prit la main de Juliette par-dessus la table. Ses yeux verts brillaient à la lueur des bougies. « Juliette, commença-t-il, la voix basse et chargée d'émotion, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Tu m'as fait croire à nouveau en quelque chose que je pensais perdu, la possibilité d'une connexion réelle. » Juliette sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je ressens la même chose. Tu as changé ma vie, Romain. » Alors il fit glisser une petite boîte en velours sur la table. Le cœur de Juliette s'arrêta. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement avec un sourire timide. « Pas encore. Mais je veux te donner quelque chose qui appartenait à ma grand-mère. Un symbole que mes intentions sont sérieuses, que je construis un avenir avec toi. » Juliette ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une bague ancienne, délicate, avec une petite émeraude entourée de minuscules diamants. C'était magnifique, mais simple. Exactement le genre de choses qu'elle adorerait. Comment savait-il? « Romain, c'est magnifique, mais je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel. »« S'il te plaît, » insista-t-il en lui passant la bague au doigt. « Elle t'appartient maintenant, tout comme mon cœur. Et Juliette, il y a quelque chose que je dois te demander. Ma famille a certaines traditions, d'anciennes questions juridiques sur les héritages et les unions. J'aimerais que tu rencontres mon avocat, juste pour formaliser notre intention de nous unir éventuellement. Rien de précipité, mais c'est important pour préserver les intérêts des deux parties. » Juliette, encore émue, hocha simplement la tête. « Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. » La semaine suivante, elle se retrouva dans l'élégant bureau de Maître Morin, l'avocat de Romain. L'homme était poli, efficace, et présenta à Juliette une série de documents. « Ce sont des accords prénuptiaux standards, » expliqua-t-il. « Ils protègent les deux parties, garantissent que, dans le cas improbable d'une séparation, chacun conserve ce qui lui appartient. » Romain a insisté pour que ce soit équitable des deux côtés. Juliette feuilleta les pages. C'était si formel, si froid, mais elle supposa que c'était leur monde. Elle était sur le point de signer quand quelque chose la fit s'arrêter. Peut-être était-ce l'écho des mots de Mathieu, ou peut-être était-ce son instinct des affaires qui se réveillait enfin de sa torpeur romantique. « J'aimerais que mon propre avocat examine cela avant, » dit-elle en fermant le dossier. « C'est la procédure standard, je suis sûr que vous comprenez. » Pendant une fraction de seconde, quelque chose s'assombrit sur le visage de Romain. Mais ce fut si rapide que Juliette crut presque l'avoir imaginé. « Bien sûr, mon amour, prends tout le temps dont tu as besoin. » Mais elle remarqua une tension dans ses épaules qui n'était pas là avant. Cette nuit-là, Juliette eut du mal à dormir. Elle resta allongée à regarder le plafond, la bague pesant à son doigt. Pourquoi se sentait-elle mal à l'aise? Romain avait été parfait, peut-être trop parfait. Elle pensa à Mathieu, à ses avertissements silencieux. Qu'avait-il vu qu'elle était incapable de voir? Le lendemain, elle prit rendez-vous avec Maître Albin, son avocat personnel depuis des années. Un homme d'une intégrité inébranlable qui l'avait aidé à bâtir son empire. Il examina les documents avec une expression de plus en plus sombre. « Juliette, dit-il finalement en retirant ses lunettes, ce n'est pas un accord prénuptial standard. C'est un transfert de contrôle déguisé. »« Comment ça? Regardez ici, » dit-il en pointant une clause enfouie dans le jargon juridique. « En cas de mariage, vous acceptez de transférer 60% des parts de contrôle de votre entreprise à un compte joint géré par les deux conjoints. Et ici, en cas d'incapacité mentale ou physique temporaire, le conjoint prend automatiquement le contrôle total. Et regardez la définition de l'incapacité, elle est absurdement large. Une hospitalisation de 48 heures suffit. » Le sang de Juliette se glaça, mais Romain a dit que c'était pour nous protéger tous les deux. « Juliette, » dit Maître Albin, sa voix douce mais ferme, « vous vous mariez, et le lendemain, si vous avez une crise d'appendicite et restez 2 jours à l'hôpital, cet homme aurait le contrôle légal total de votre fortune. Et étant donné que les clauses lui sont extrêmement favorables, je doute que vous les récupériez facilement. Ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. » Juliette sentit la nausée monter. « Non, ce n'est pas possible. Lui, nous avons parlé de littérature, d'art. Il me comprend. »« Où il vous a étudié, » répondit l'avocat. « Juliette, d'après ce que vous m'avez dit, vos parents vous l'ont présenté. À quand remonte la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour vous sans intérêt personnel? » La révélation tomba comme un piano d'un gratte-ciel, écrasant toute illusion restante. Ses parents, c'était toujours une question d'argent avec eux. Elle avait été si stupide, si désespérée d'affection qu'elle avait baissé toutes ses gardes. Elle pensa à toutes les conversations avec Romain. Comment il avait toujours éludé quand elle posait des questions sur sa famille, ses propriétés.
Elle avait supposé que c'était de la modestie. Elle voyait maintenant que c'était de l'évasion. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-elle. Maître Albin se pencha en avant. « Vous avez besoin de preuves. S'il est vraiment un escroc, il ne fait pas ça seul. Vos parents sont impliqués. Vous devez découvrir le plan complet avant de les confronter. Sinon, ils nieront simplement et essaieront une autre méthode. » Comment je fais ça? L'avocat réfléchit un instant. Feignez que rien n'a changé. Dites que votre avocat a approuvé les documents, mais que vous voulez attendre un peu avant de vous marier, pour ne pas que cela paraisse précipité. Pendant ce temps, nous enquêtons. Et peut-être, hésita-t-il, avez-vous besoin de quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, quelqu'un qui n'a rien à gagner de votre chute. Juliette pensa immédiatement à Mathieu. Il avait essayé de l'avertir depuis le début. Dans les semaines qui suivirent, Juliette devint une actrice. Elle sourit à Romain, accepta ses cadeaux, lui murmura des mots doux. À l'intérieur, elle était brisée, mais à l'extérieur, elle était la petite amie passionnée. Maître Albin engagea un détective privé discret qui commença à déterrer de vilaines vérités. Romain Tellier n'était pas celui qu'il prétendait être. Sa famille n'avait pas de propriété, pas de fortune. C'était un escroc professionnel qui avait tenté le même coup avec 2 autres femmes riches à Paris et à Nice. L'une s'en était sortie de justesse. L'autre n'avait pas eu cette chance. Il y avait une affaire classée, non concluante, sur des circonstances suspectes. Juliette vomit en lisant le rapport. L'homme qui lui avait tenu la main, qui avait cité Camus, qui lui avait fait croire en l'amour, était un prédateur. Et ses parents étaient complices. Le détective trouva des virements bancaires d'un compte offshore vers le compte de ses parents, daté de semaines avant l'apparition de Romain. Ils l'avaient engagé. Ils avaient vendu leur propre fille. La douleur était physique, un trou noir dans sa poitrine. Juliette s'enferma dans sa chambre pendant 2 jours, incapable de fonctionner. Ce fut Martine, la cuisinière, qui la sortit finalement de sa torpeur. Elle frappa doucement à la porte avec un plateau de thé. « Je peux entrer, ma chérie ?» Juliette ouvrit la porte, les yeux gonflés. Martine entra, posa le plateau et serra simplement Juliette dans ses bras. Le barrage céda. Juliette pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis l'enfance. De grands sanglots qui secouaient tout son corps. Comment ont-ils pu? Mes propres parents. Martine lui caressa les cheveux. Les gens désespérés font des choses terribles, ma fille. Mais tu es plus forte qu'eux. Tu l'as toujours été. Je ne me sens pas forte. Je me sens détruite. Martine s'écarta, tenant les épaules de Juliette. Alors tu reconstruis. Mais cette fois, tu construis entouré de gens qui t'aiment vraiment. Et il y a quelqu'un qui doit te parler. Mon neveu est dehors depuis des heures, inquiet. Juliette s'essuya le visage. Mathieu? Martine hocha la tête. Il savait Juliette. Depuis le début, son instinct est bon. Juliette descendit au jardin. Mathieu était assis sur un banc, les mains sales de terre, regardant les rosiers. Quand il la vit, il se leva rapidement, le visage plein d'inquiétude. Juliette ne savait pas par où commencer. Alors elle signa simplement, maladroitement à travers ses larmes. « Tu avais raison, il est faux. Tout était un mensonge. » Les yeux de Mathieu s'emplirent d'une douleur profonde, non pas de la satisfaction d'avoir eu raison, mais d'une empathie authentique pour sa souffrance. Il s'approcha et avec hésitation, ouvrit les bras. Juliette se blottit contre lui, et là, entourée de l'odeur de la terre et des fleurs, elle trouva un réconfort qui ne venait pas des mots, mais de la présence. Quand elle s'écarta enfin, Mathieu signa. « Qu'allez-vous faire » Juliette respira profondément. « Je vais les piéger tous, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de preuves. Ils doivent avouer. » Mathieu réfléchit un instant, puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. Il signa rapidement. « Caméra, micro, jardinier travaille dans toute la maison. Personne ne remarque. Je peux poser. » Juliette le regarda surprise. « Tu ferais ça pour moi? Ce n'est pas dangereux s'il découvre. » Mathieu sourit, mais il y avait une détermination d'acier dans ses yeux. « Vous m'avez donné une chance quand personne ne le faisait. Vous avez appris ma langue. Vous me voyez. Je le fais avec plaisir. » Au cours des semaines suivantes, Mathieu devint un espion improbable. En tant que jardinier, il avait accès à toute la propriété. Il installa des micros discrets dans des pots de fleurs, des caméras minuscules dans des décorations de jardin. Juliette fournit le matériel acheté discrètement via Maître Albin. Elle continua son théâtre, accepta des rendez-vous avec Romain, des dîners avec ses parents, tout cela pendant que Mathieu enregistrait tout. Ce fut un dimanche après-midi qu'ils obtinrent enfin ce dont ils avaient besoin.
Juliette était partie exprès, disant qu'elle avait une réunion d'urgence à l'entreprise. Romain, ses parents et l'avocat de Romain se réunirent dans le salon du manoir, pensant être seuls. Les caméras et micros de Mathieu capturèrent tout en haute définition. « Elle met du temps à signer », se plaignit Claude en se servant un whisky cher de la collection de Juliette. Ça fait des semaines qu'elle a les documents de son avocat. Se méfie-t-elle? Romain, nonchalamment adossé au canapé, ressemblait moins au romantique passionné qu'à un requin calculateur. Elle ne se méfie pas. Elle est amoureuse. Vous l'avez vu, c'est pathétique. J'ai juste eu besoin de la pousser un peu plus. Peut-être une demande en mariage en bonne et due forme. Quelque chose de public où elle ne pourra pas dire non sans passer pour méchante. Élise rit. Un son sans humour. Ma fille a toujours été si désespérée d'approbation. Ça facilite le travail. Mais Romain, quand elle signera, combien de temps avant d'avoir accès au fond? L'avocat, un homme à l'apparence visqueuse, répondit. Une fois signé et enregistré, je peux créer des situations qui se qualifient comme incapacité temporaire. Une petite crise de santé contrôlée, rien qui ne puisse être retracé. Quelques jours à l'hôpital et le contrôle est à Romain. Il transfère les actifs vers des comptes offshore et vous recevez la part convenue. 40 pour Romain, 30 pour chacun de vous. Et Juliette demanda Claude, mais sa voix n'avait pas le poids de l'inquiétude paternelle, juste une curiosité pratique. Romain haussa les épaules, une froideur reptilienne dans ses yeux verts. Quand l'argent sera en sécurité, un divorce compliqué, des allégations d'instabilité mentale de sa part. Avec de la chance, elle sera tellement détruite qu'elle acceptera un accord juste pour en finir. Si ça pose problème, il fit une pause en souriant. Eh bien, les accidents arrivent. J'ai déjà géré des situations similaires. Juliette, regardant l'enregistrement dans le bureau de Maître Albin, sentit la bile monter. Elle avait invité cet homme dans sa maison, dans sa vie, dans son cœur. Et il parlait de la faire disparaître comme s'il discutait de la météo. Maître Albin, assis à côté d'elle, était pâle. C'est une preuve suffisante. Complot, fraude et la suggestion de plans encore pires. Nous pouvons porter plainte maintenant. Juliette secoua la tête, les yeux secs, chaque larme déjà versée, ne laissant que de la pure détermination. Non, pas encore. Je veux qu'ils se pendent eux-mêmes. Vous avez dit que Romain prévoyait une demande en mariage public? Oui. Mes enquêteurs ont découvert qu'il a réservé le restaurant le plus exclusif de la ville pour vendredi. Il y aura même des photographes. La presse mondaine. Il veut vous coincer dans un oui public. Parfait, dit Juliette, une idée se formant. Alors donnons-lui son moment public. Mais ça ne se terminera pas comme il l'espère. Le jour de la grande demande en mariage, Juliette se prépara méticuleusement. Elle portait une robe que Romain avait complimentée, se coiffa et se maquilla, mit la bague qu'il lui avait donnée. Elle ressemblait à la fiancée parfaite, radieuse et heureuse. À l'intérieur, elle était de glace. Romain vint la chercher en limousine tout en charme et en sourire. « Tu es éblouissante », dit-il en lui baisant la main. « Ce soir va être spécial. » Juliette sourit doucement. « J'ai hâte. » Le restaurant était vraiment spectaculaire, au sommet d'un gratte-ciel avec une vue panoramique sur la ville. Exactement comme l'enquêteur l'avait rapporté, il y avait des photographes discrets, des amis de la haute société, et même une petite équipe d'une émission People. Romain avait tout orchestré parfaitement. Un piège doré. Le dîner fut une farce élaborée. Romain était charmant, attentionné, lui touchant la main, faisant des blagues, faisant rire toute la table. Juliette joua son rôle, la petite amie enchantée. Et puis vint le moment. Romain se leva, un signal pour que les musiciens commencent une valse douce. La conversation dans le restaurant diminua. Toutes les attentions tournaient vers eux. « Juliette », commença-t-il, la voix émue, en s'agenouillant à côté de la table. « Depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que ma vie avait changé. Tu es intelligente, belle, compatissante. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il ouvrit une boîte avec une bague de fiançailles éblouissante. Un diamant énorme, tape à l'œil. Rien à voir avec la bague délicate qu'il avait donnée avant. Celle-ci était une déclaration de propriété. Un collier de diamants. « Juliette Mendes, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Le restaurant était dans un silence absolu. Les caméras des téléphones levées, tout le monde attendant. Juliette regarda Romain, ses yeux verts si confiants, si certains qu'elle dirait oui. Et elle sourit. « Romain, dit-elle doucement, tu m'as demandé d'être ta femme. »« Oui, répondit-il, son sourire s'élargissant, et j'attends ta réponse avec impatience. Alors laisse-moi te répondre avec la même honnêteté que tu m'as offerte. » Quelque chose dans son ton le fit hésiter.
Juliette, quoi? Je sais tout, dit-elle. La voix toujours calme, mais chargée d'un pouvoir qui fit que toutes les personnes présentes se penchèrent pour écouter. Je sais que tu n'es pas d'une famille riche. Je sais que tu es un escroc qui a tenté le même coup avec au moins 2 autres femmes. Je sais que mes parents t'ont payé pour me séduire. Et je connais vos plans pour me faire interner et voler ma fortune. Le visage de Romain passa par un kaléidoscope d'émotions. Choc, peur, puis enfin colère. « Tu es folle, siffla-t-il, toujours à genoux mais ressemblant moins à un prétendant qu'à un animal acculé. C'est ridicule, tu fais une crise. » Juliette sortit son téléphone de sa poche et appuya sur l'écran. La salle entière se remplit du son de l'enregistrement. La voix de Romain cristalline disant « C'est la plus facile de toutes, si désespérée d'un peu d'affection qu'elle s'accroche à n'importe quelle miette. » Le silence qui suivit fut absolu. Romain devint livide. « C'est un montage. Elle a manipulé, elle est instable. » Juliette se leva avec la grâce d'une reine. « J'ai des heures d'enregistrement, Romain. Toi, mes parents, ton avocat. Conspirant, planifiant. Et le meilleur, elle fit une pause regardant les photographes qui filmaient maintenant tout ouvertement, non plus discret, mais avide, c'est que tout est ici. En vidéo haute définition, et ça fera la une de tous les journaux demain. Romain se leva brusquement, le masque enfin complètement brisé. « Tu vas regretter ça. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. »« Oh, mais je sais exactement, » répondit Juliette. « J'ai affaire à un criminel, et les criminels vont en prison. » Comme sur un signal, Maître Albin entra dans le restaurant accompagné de 2 inspecteurs de la police judiciaire. L'expression de l'avocat était d'une sombre satisfaction. « Romain Tellier, dit l'un des inspecteurs, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, association de malfaiteurs, en vue de commettre une fraude et pour votre lien avec une affaire de circonstances suspectes à Nice. Vous avez le droit de garder le silence. » Romain tenta de fuir, mais fut rapidement maîtrisé. Pendant qu'on lui passait les menottes, ses yeux rencontrèrent ceux de Juliette, et il y avait en eux une haine si pure qu'elle faillit reculer, presque. Mais elle était devenue plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le restaurant explosa en murmures. Les flashs crépitaient, les téléphones enregistraient. Ce serait le scandale de l'année. Juliette se tourna vers les caméras. « Pour tous ceux qui regardent, dit-elle, la voix ferme, c'est un rappel que tout ce qui brille n'est pas or, et que les femmes ne sont pas des trophées à gagner ou des fortunes à piller. Nous sommes des personnes, et nous méritons le respect. » Sur ce, elle sortit, laissant le chaos derrière elle. Maître Albin la suivit, un sourire d'admiration sur le visage. C'était magistral. « Sa partie est terminée, » répondit Juliette. « Maintenant vient celle de mes parents. » Maître Albin hocha la tête. « C'est déjà en cours. Pendant que vous étiez ici, une équipe s'est rendue chez vous avec un mandat. Ils sont en train d'être arrêtés. » La nouvelle aurait dû lui apporter de la satisfaction, mais Juliette ne ressentit que du vide. C'était en ses parents, aussi terribles soient-ils. Une partie d'elle, la petite fille qui se souvenait encore de temps meilleurs avant que l'argent ne corrompe tout, pleurait silencieusement. Mais la femme qu'elle était devenue, forgée dans la trahison et le feu, savait que c'était nécessaire. Elle ne pouvait pas guérir si la blessure continuait d'être rouverte. Elle rentra chez elle, mais pas au manoir. C'était un tombeau de mauvais souvenirs. Au lieu de cela, elle alla dans le petit appartement qu'elle avait acheté secrètement pendant les semaines d'enquête, un endroit que ses parents ne connaissaient pas, où Romain n'avait jamais mis les pieds. Un espace rien qu'à elle. Quand elle arriva, elle trouva Mathieu attendant à la porte, une petite plante en pot dans les mains. C'était un jeune olivier encore petit, mais on pouvait voir la promesse de force à l'intérieur. Juliette sourit, la première expression authentique depuis des heures. « Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. » Mathieu signa, ses yeux chaleureux. « Nouveau départ. Nouvel arbre. Va grandir. » Juliette prit le pot, sentant le poids réconfortant de la terre. Ensemble, ils entrèrent dans l'appartement. Il était petit comparé au manoir, mais il avait d'énormes fenêtres qui laissaient entrer une lumière abondante. Le balcon avait déjà quelques pots que Mathieu avait préparés, un petit jardin suspendu. « C'est toi qui as fait ça ?» signa-t-elle. Il hocha la tête. « Maison a besoin de jardin. Jardin a besoin de soins. Comme vous, les larmes vinrent alors, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération, de gratitude, de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer mais qui fleurissait dans sa poitrine comme les fleurs de Mathieu. Elle posa la plante sur le balcon et se tourna vers lui. « Merci » signa-t-elle, et puis, parce que les mots ne suffisaient parfois pas, elle le serra dans ses bras. Mathieu hésita juste une seconde avant de répondre à son étreinte, ses bras forts et doux autour d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment,
deux cœurs battant en synchronie silencieuse. Quand ils se séparèrent, Mathieu signa quelque chose qui la fit rougir. « Puis-je avouer ?» Juliette hocha la tête, curieuse. « Je suis tombé amoureux de vous le premier jour, quand vous avez essayé de me serrer la main, quand vos yeux étaient gentils. La plupart des gens regardent à travers moi. Vous m'avez vu !» Le cœur de Juliette fit un bond. « Mathieu, Il posa un doigt doucement sur ses lèvres, la faisant taire, puis signa. « Pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Vous avez traversé beaucoup, mais je voulais que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Vous ne le serez jamais tant que je serai là. » Juliette sentit quelque chose en elle qui était brisé, commencer à guérir. Ce n'était pas l'amour performatif et faux que Romain avait offert. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus réel. C'était construit sur des actions, sur des soins, sur le fait de voir et d'être vu vraiment. Dans les semaines qui suivirent, alors que le scandale explosait dans les médias, Juliette resta isolée, protégée. Romain fut formellement inculpé. Les actifs qu'il avait acquis frauduleusement d'autres victimes furent retrouvés. Ses parents firent face à de multiples accusations, de la conspiration à l'abus de confiance, pour des fonds que Juliette leur avait donnés au fil des ans, sous de faux prétextes. Le procès fut rapide et brutal. Les enregistrements étaient des preuves incontestables. La défense tenta de prétendre que Juliette les avait séduits, manipulés, mais personne ne les crut. Romain fut condamné à 12 ans de prison. Ses parents reçurent des peines plus légères, mais substantielles, 5 ans chacun, avec possibilité de réduction pour bonne conduite. Juliette n'alla pas au procès. Maître Albin la représentait. Mais elle lut le verdict, et pour la première fois, elle ressentit non pas de la satisfaction, mais une sorte de paix froide. Justice avait été faite, mais il y avait toujours un vide, une pièce manquante. Quelques jours après le procès, Juliette reçut une lettre. Elle venait de sa mère, de la prison. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. L'écriture d'Élise était tremblante, hâtive. « Juliette, commençait-elle, je sais que je n'ai le droit de rien demander. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais tu dois comprendre, nous étions désespérés. Ton père et moi, nous avons fait de mauvais investissements. Nous avons tout perdu. Nous avions des dettes que tu n'imaginais même pas. Quand Romain s'est approché avec le plan, cela semblait être la seule issue. Je sais que cela ne justifie rien. Tu es ma fille. J'aurais dû te protéger, pas te vendre. Mais l'avidité, la peur, ils m'ont aveuglé. Ils m'ont transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère qu'un jour tu pourras trouver la paix. Et peut-être te souvenir que je n'ai pas toujours été ce monstre. Il fut un temps où je t'aimais purement, avant que tout ne se perde. Avec remords, Élise. Juliette lut la lettre 3 fois. Il y avait une partie d'elle, petite et douloureuse, qui voulait croire, qui voulait pardonner. Mais la femme qu'elle était devenue savait que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient être reconstruits. Elle plia la lettre soigneusement et la mit dans un tiroir. Peut-être qu'un jour elle répondrait, peut-être pas. Pour l'instant, elle choisissait d'aller de l'avant. Mathieu devint une présence constante dans sa vie. Il ne mettait pas de pression, n'exigeait rien. Il était simplement là. Ils cuisinaient ensemble, elle apprenant des recettes simples que Martine lui avait enseignées. Ils s'occupaient du jardin sur le balcon, qui poussait de manière luxuriante sous leur attention amoureuse. Et lentement, dans des conversations silencieuses faites de signes et de regards, Juliette s'ouvrit d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle parla à Mathieu de son enfance, de comment l'argent avait changé ses parents, de la solitude d'être vu uniquement comme une ressource. Mathieu, à son tour, signa sur le fait de grandir sourd dans un monde qui n'avait souvent pas de patience pour lui, sur comment les plantes ne jugeaient jamais son silence, mais grandissaient simplement sous ses soins. C'était une intimité différente, construite non pas sur de grands gestes ou des mots éloquents, mais sur la présence, sur la compréhension mutuelle. Juliette réalisa qu'elle tombait amoureuse, mais c'était un amour différent. Ce n'était pas le tourbillon chaotique qu'elle avait ressenti pour Romain. Ce n'était pas désespéré ou urgent. C'était comme une plante qui pousse, constante, patiente, s'enracinant profondément. Un soir, 3 mois après le procès, ils étaient sur le balcon sous les étoiles. Juliette avait préparé du thé et ils étaient assis dans un silence confortable quand elle trouva enfin le courage. « Mathieu !» signa-t-elle, attirant son attention. Il se tourna vers elle, les yeux interrogateurs. « Tu as dit que tu étais tombé amoureux de moi le premier jour. » Il hocha lentement la tête. Juliette respira profondément. « Je ne suis pas tombée amoureuse de toi le premier jour. Ça a pris plus de temps. » Mais maintenant, elle fit une pause, cherchant les bons mots en signe. « Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu m'as sauvé, Mathieu. Pas seulement de Romain, mais de moi-même. »
Tu m'as montré que je méritais d'être vu, d'être aimé pour qui je suis vraiment. » Les yeux de Mathieu s'emplirent de larmes. Il prit ses mains doucement puis signa. « Tu es la plus belle fleur de n'importe quel jardin. Et moi je suis juste le jardinier chanceux qui a la permission de prendre soin de toi. » Juliette rit à travers ses propres larmes. « Non, Mathieu, tu n'es pas juste le jardinier. Tu es... » Elle fit une pause, cherchant le signe qu'il lui avait enseigné des semaines auparavant. « Tu es mon foyer. » Et puis, parce qu'il y avait des moments où même les signes ne suffisaient pas, elle l'embrassa. C'était doux, hésitant au début, puis plus profond, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Le lendemain, Juliette fit quelque chose qu'elle envisageait depuis des semaines. Elle organisa une réunion avec le conseil d'administration de son entreprise. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, vous avez été les piliers de cette organisation et j'ai confiance en chacun de vous. Mais il est temps de faire quelques changements. À compter d'aujourd'hui, je me retire du poste de PDG. » La salle explosa en protestations et en questions. Juliette leva la main, les faisant taire. « Je n'abandonne pas l'entreprise. Je prendrai un rôle de consultante, me concentrant sur la vision stratégique et l'innovation. La gestion opérationnelle quotidienne sera assurée par une équipe que Maître Albin a aidé à mettre en place. Vous en faites tous partie. Mais pourquoi ? Demanda l'un des administrateurs les plus anciens. Vous avez construit ça. Cette entreprise est votre vie. Juliette sourit, une paix profonde dans les yeux. Non, répondit-elle doucement. Cette entreprise est mon héritage. Mais ce n'est pas ma vie. Ma vie ne fait que commencer. 6 mois plus tard, Juliette et Mathieu se tenaient sur une petite propriété rurale à la périphérie de la ville. C'était un endroit modeste, avec une maison de campagne rénovée et des hectares de terre fertile. Ce n'était pas un manoir, il n'y avait pas d'ostentation. Mais il y avait du potentiel, il y avait la paix et il y avait de la place pour les rêves. « C'est l'endroit, » signa Juliette, les yeux brillants. « C'est parfait. » Mathieu regarda autour de lui, ses mains bougeant lentement, alors qu'il évaluait le sol, la lumière, les possibilités. « Nous pouvons faire un jardin thérapeutique ici, un endroit pour que les gens apprennent, guérissent, comme vous l'avez fait. » Juliette hocha la tête avec enthousiasme. « Exactement. Un espace pour les personnes qui ont besoin de silence, de connexion avec la terre. Et nous pouvons offrir des cours de LSF, créer des emplois pour les personnes sourdes, montrer que les barrières ne sont que des murs que nous n'avons pas encore abattus. » Mathieu l'attira dans ses bras et ensemble, ils regardèrent la terre qui serait le prochain chapitre de leur vie. La transaction fut finalisée en quelques semaines. Juliette utilisa une partie de sa fortune, non pas pour des luxes, mais pour construire quelque chose de significatif. Ils engagèrent des architectes, des paysagistes, des éducateurs. Le projet passa du rêve à une réalité tangible. Le centre de bien-être, les Racines, comme il fut appelé, ouvrit ses portes un matin ensoleillé de printemps. Il y avait des jardins thérapeutiques, des serres, des salles de classe pour la LSF, des espaces de méditation. C'était un sanctuaire, non seulement pour les plantes, mais pour les gens. Juliette se retrouva à travailler aux côtés de Mathieu, non pas comme patronne et employée, mais comme de vrais partenaires. Elle avait appris la LSF couramment maintenant et servait souvent d'interprète pour les visiteurs. Elle découvrit une vocation qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait, aider les autres à trouver la paix qu'elle avait elle-même trouvée. Un jour, des mois après l'ouverture, Juliette reçut une visite inattendue. Maître Albin arriva avec une jeune femme timide, aux yeux effrayés. « Juliette, dit l'avocat, voici Amandine. Elle sort d'une situation difficile, une relation de contrôle. Elle a entendu parler de votre centre et voulait venir. » Juliette s'agenouilla devant Amandine, se voyant en elle des mois auparavant. « Tu es en sécurité ici, dit-elle gentiment. Et tu n'es pas seule. Nous allons t'aider à trouver ta force. » Amandine commença à pleurer, et Juliette la serra dans ses bras, sentant la boucle se boucler. Elle avait été sauvée, et maintenant elle pouvait en sauver d'autres. Dans les semaines suivantes, Amandine s'épanouit. Elle travailla dans le jardin, apprit la LSF, suivit une thérapie avec les professionnels que Juliette avait engagés, et lentement, la femme effrayée se transforma en quelqu'un de plus fort, de plus confiant. Juliette observait fière, sachant que c'était là le véritable héritage, non pas des millions en banque, mais des vies transformées. Un soir, après une longue journée au centre, Juliette et Mathieu étaient dans leur chambre à la maison de campagne. C'était simple mais confortable, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin illuminé par des lucioles. Mathieu était assis sur le lit, nettoyant la terre sous ses ongles, quand Juliette s'approcha avec quelque chose de caché derrière son dos. Il la regarda, curieux.
Juliette sourit, nerveuse, et avança ses mains. C'était un petit pot, et à l'intérieur une jeune pousse d'olivier, l'arbre symbole de paix et de résistance. Elle signa. Cet arbre petit maintenant, mais il deviendra fort, grand. Il donnera de belles olives, comme notre amour. Mathieu prit le pot, les yeux s'emplissant de compréhension. Juliette respira profondément et continua de signer. Mathieu, tu as planté de l'espoir dans mon cœur quand il était vide. Tu m'as arrosé de patience quand j'étais sèche. Tu m'as fait fleurir quand je pensais ne plus jamais le pouvoir. Elle fit une pause, sortant de sa poche une petite boîte. Maintenant, je veux planter l'avenir avec toi. Veux-tu m'épouser? Mathieu resta paralysé, le pot tremblant légèrement dans ses mains. Puis, lentement, il posa le pot et prit le visage de Juliette entre ses mains. Ses mains bougèrent, chaque signe chargé d'émotion. Tu as été des fleurs dans le désert pour moi. Tu as appris ma langue, vu mon monde. Tu m'as fait sentir que j'avais une voix, même sans son. Oui, signa-t-il avec emphase, frappant sa main fermée vers le bas en signe d'affirmation. Oui, pour toujours, oui. Juliette glissa l'anneau simple, une bande d'or entrelacée d'argent, représentant 2 vies s'unissant à son doigt. Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, il y avait des promesses d'aurore dans les jardins, de défis relevés ensemble, d'un amour qui n'avait pas besoin de mots pour être la chose la plus éloquente au monde. Le mariage eut lieu au centre Les Racines lui-même, sous une arche entrelacée de fleurs qu'ils avaient eux-mêmes plantées. Il n'y avait pas des centaines d'invités, seulement les personnes qui comptaient vraiment. Martine, qui pleura de joie, Maître Albin, qui servit de témoin, Amandine et d'autres élèves du centre, qui étaient devenus une famille. La cérémonie fut bilingue, avec un interprète en LSF à côté de l'officier d'état civil. Quand vint le moment des vœux, Juliette et Mathieu se firent face et leurs mains parlèrent pour eux. Juliette signa, avec Mathieu interprétant à voix haute pour les invités entendants. « Je promets de te voir chaque jour, vraiment. Je promets de cultiver notre amour avec patience. Je promets d'être à tes côtés dans les tempêtes et sous le soleil. Tu es mon jardin, ma paix, mon foyer. » Mathieu répondit, ses mains fortes et fermes. « Je promets de prendre soin de toi, comme je prends soin de chaque fleur avec dévotion. Je promets de te donner des racines pour grandir et des ailes pour voler. Tu es ma voix silencieuse, mon cœur parlant, mon toujours. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Quand l'officier les déclara mariés, l'applaudissement fut assourdissant. Mais pour Juliette et Mathieu, tout ce qui existait était le silence parfait de leur monde fusionnant. La réception fut simple, une fête dans le jardin avec de la nourriture faite maison, de la musique live et des rires. Quand la nuit tomba et que des lanternes furent allumées, illuminant le jardin comme des étoiles tombées, Juliette se retrouva debout dans un coin, observant. Elle vit Mathieu rire avec les invités, utilisant des signes exagérés pour faire rire un enfant. Elle vit Martine danser avec Maître Albin. Elle vit Amandine discuter joyeusement avec d'autres élèves, toute timidité disparue. Et elle ressentit une gratitude si profonde que c'en était presque douloureux. C'était la fin heureuse dont elle n'avait jamais su avoir besoin. Ce n'était pas un prince charmant de conte de fées. Ce n'était pas la richesse et le glamour. C'était une connexion réelle, un amour construit sur un terrain solide, un but qui allait au-delà d'elle-même. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti et que la maison fut silencieuse, Juliette et Mathieu marchèrent dans le jardin. La pleine lune peignait tout d'argent et le parfum du jasmin remplissait l'air. Ils arrivèrent au centre, où la pousse d'olivier que Juliette avait donnée à Mathieu était maintenant plantée en permanence. Elle était encore petite, mais en bonne santé, ses feuilles brillant au clair de lune. Un jour, signa Mathieu, ce sera un grand arbre, de l'ombre pour les petits-enfants. Juliette sourit à cette image. J'aime ça. Une famille grandissant sous notre arbre. Ils restèrent là, les mains enlacées, regardant l'avenir planté dans le présent. Et Juliette comprit, enfin et complètement, que le véritable prince charmant qu'elle cherchait n'avait jamais été un homme. C'était le voyage pour se trouver elle-même, pour apprendre qu'elle était complète par elle-même, et que le véritable amour ne vous complète pas, il multiplie la plénitude que vous possédez déjà. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Juliette et Mathieu a touché vos cœurs aussi profondément qu'elle a touché le nôtre en la créant. C'est une histoire sur la redécouverte, sur la recherche de la vérité au milieu des mensonges et sur le pouvoir transformateur de l'amour authentique. Si ce récit a résonné en vous, nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Nous avons préparé une playlist spéciale remplie d'histoires tout aussi captivantes et inspirantes, chacune explorant les complexités des relations humaines et du dépassement de soi. Vous pouvez la trouver en cliquant ici à côté.
Si le parcours de Juliette de la solitude à l'épanouissement vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement nous motive à apporter plus d'histoires qui célèbrent la force, la résilience et la capacité humaine à recommencer. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous montrer que cette histoire vous a touché et partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la découverte de la trahison? Le premier baiser sous les étoiles? Le mariage dans le jardin? Nous voulons lire vos impressions. Chaque jour, nous apportons des récits qui explorent ce que signifie être humain, aimer, perdre et se retrouver. Ne manquez pas nos prochains contenus. Activez la cloche de notification et rejoignez-nous dans ce voyage d'histoire qui transforme, émeuve et inspire. On se retrouve dans les commentaires et à la prochaine histoire.